Salut! Salut! Matin! Bon matin tout le monde! On a un petit bébé qui dort. Ça va être notre nouvelle réalité. Yes. On tourne quand le bébé dort. Puis c'est pas en live. Le studio, avant les épisodes, on les filmait en live, mais maintenant avec un bébé, c'est trop hors de contrôle. Il peut dormir 2 heures, il peut dormir 20 minutes. Yes. Aujourd'hui, on parle justement de la nouvelle réalité avec le bébé. Il y a différentes dimensions. On va parler de design actif, de ce qu'on appelle notre maison vivante. Yes. Pour nous, une maison qui est vivante, c'est une maison, un espace, des espaces de vie qui nous permettent de vivre un quotidien rempli de mouvement. Oui, des espaces stimulants, on pourrait dire. Des espaces stimulants. On a fait des épisodes à ce sujet-là dans le passé. On en a sur, globalement, c'est quoi le design actif, puis après, plus spécifiquement sur des espaces précis, comme le bureau. C'était notre réalité de jeunes professionnels, travailler à la maison, parents, pas d'enfants. Qui travaillent dans le numérique. Digital nomade. Exactement. C'est plus ça. Et quand on a su que j'étais enceinte, on s'est dit, OK, comment on garde cette vie stimulante-là, dynamique avec le bébé? Qu'est-ce qui va changer ou pas changer? Puis on avait émis certaines intentions, puis on s'est dit, on va en profiter pour apprendre des choses avant l'arrivée du bébé, puis transformer notre environnement en préparation. Ouais. Donc, si vous nous suivez, vous avez vu qu'on a couvert des sujets comme la vie sans bassinette. Oui, on a fait... Non, on a-tu parlé sans bassinette? Oui, il me semble qu'on en a parlé. La vie sans... vivre sans bassinette, vivre sans poussette, vivre sans toilette, sans couche. Non, sans papier de toilette. Sans papier de toilette? Oui, je pense qu'on parlait du bidet, puis de l'importance de squatter, puis ça va de même. Puis que le sans papier de toilette, c'est comme le symbole que nos gestes influencent l'environnement. En tout cas. Ça, c'est dans les épisodes de studio, mais aussi dans les épisodes de podcast qu'on a fait. Vous allez trouver, dans les derniers podcasts, vous allez trouver des intervenants comme... À ce sujet-là. À ce sujet-là. Donc, sur le portage, sur... moins sur le cododo, mais sur la HNI. Donc, la communication du sur le sommeil, c'était le livre de James McKenna. Je rêve de l'avoir au podcast, fait qu'on va travailler là-dessus, mais... Donc, il y a comme eu un build-up jusqu'à l'accouchement. Puis là, on essayait tout ça. Mais c'est ça. Encore, le vivre sans, c'est plus parce qu'on questionnait notre habitat, puis on se disait, qu'est-ce qui arrive si on enlève cette chose-là? Mais évidemment, c'était remplacé par un comportement. Fait que, vivre sans bassinet, c'est le sommeil partagé. Vivre sans poussette, c'était de faire du portage. Fait que c'était toujours associé à un comportement. Puis, les réactions des gens ont été très variées. Ah oui. Il y a des gens qui étaient amusés, il y a des gens qui étaient curieux, des gens qui étaient très sceptiques, il y a des gens qui étaient comme... Calmez-vous. En fait, comme d'habitude, il y a des notes pour cet épisode-ci sur le site web, donc canard.ca/studio. C'est l'épisode 39, je ne me trompe pas. Et puis Marc-Claude a même mis quelques gifs pour montrer les réactions. On peut les montrer dans les notes. Ouais. Donc, c'est l'éventail de réactions qu'on avait. Genre, Elvis Gratton qui rit, là, qui est haut sur les épaules, moi, ça me fait tellement rire. Qui ricane, parce que ça me fait penser à maman qui est comme, quelle idée t'as encore? Mais il y a aussi la réaction de genre, calmez-vous. Genre, tu sais, comme. Vous allez voir. Vous allez. Ben, genre, c'est déjà difficile d'être parent. Faut pas trop en faire, pas trop en ajouter. Allez-vous vraiment être capable? Puis cette idée-là, implicite de quand vous allez avoir un enfant, vous allez voir, vous allez comprendre. Puis finalement, effectivement, on a un enfant, fait qu'on peut parler, on peut le dire, on l'a vu, on l'a vécu. Puis nos réalisations, c'est qu'il y a ce qu'on s'était mis comme défi de faire, on l'a fait. À ce jour. À ce jour, en 3 mois. On a réussi. Les besoins du bébé vont continuer d'évoluer, fait que notre espace va se transformer pour avoir des nouvelles péripéties, mais s'il y avait une chose qu'on a compris, c'est que c'est un peu imprévisible et plein de surprises. Un enfant, absolument. Donc, à ce jour. À ce jour, on l'a fait. On l'a fait. Pas de poussette, le ci, le ça. Puis, on va en parler. Chaque thème va avoir un épisode complet. Fait qu'aujourd'hui, c'est plus de parler de l'expérience générale. Mais à notre surprise, on a vécu dans encore moins d'espace. Parce que l'arrivée d'un enfant aussi, des fois, on dirait qu'on a besoin de plus d'espace, plus de choses, plus d'espace pour mettre les choses. Nous, on ne planifiait pas du tout ça, mais on vit dans moins d'espace. On vit dans un 4,5 en ce moment. Puis on a pas mal, depuis l'arrivée de Marc-Aurèle, on a commencé à vivre dans un 2,5. Exactement. La pièce ici qu'on a toujours appelée le studio. Finalement, on vit ici, puis dans la cuisine, la salle de bain. C'est à peu près ça. Puis là, on pense rebaptiser ces espaces-là, combiner la yourte. La yourte.
Parce qu'on se dit, si on doit vivre dans une maison dans une yourte dans la forêt, on sait maintenant que c'est faisable. On peut. Après 3 mois, on se dit, on serait arrivé dans une yourte. C'est encore plus facile. Ouais. Parce qu'on préfère nos besoins dehors et d'autres affaires que des personnes ne tripperaient pas pantoute, mais en tout cas, on s'en reparle. Puis, c'est ça, on l'a fait, on a vécu dans encore moins d'espace. Puis notre message ultime, maintenant, c'est pas que c'est facile. Non. C'est pas d'essayer de vous convaincre que c'est facile. C'est pas d'essayer de vous convaincre que quand on est fatigué puis qu'on a un nouveau bébé, que la vie est plus rose puis que c'est simple de faire du HNI, mais notre réalisation, notre conviction, c'est que le jeu en vaut la chandelle. De par toutes nos recherches sur le mouvement et l'importance de créer des habitudes pour être en santé toute notre vie, on se dit encore que ça vaut la peine de faire des gestes quotidiens qui s'accumulent puis qui nous créent une santé à long terme. Nous, c'est notre message. Ouais. Notre message, c'est pas que c'est supposé être simple, rapide puis qu'il y a des pilules magiques. Au contraire, je pense que c'est la mentalité de pilule magique. Cet espoir-là de trouver une chose simple qui va tout régler notre vie, pour nous, c'est une illusion. Ça n'existe pas. C'est comme... Pour nous, c'est dans nos actions, puis en changeant nos croyances et nos actions qu'on construit la vie qu'on veut. C'est pas en accumulant des choses dans l'espoir qu'un objet ou quelque chose externe à nous va régler nos problèmes. Oui. Ce qu'on vise ultimement est plus à long terme. Donc, c'est d'embrasser certains inconforts, certaines difficultés à court terme pour aller chercher des avantages qui sont plus à long terme. Pas dans l'immédiat, qui ne sont pas des pilules magiques, comme tu dis, mais que ça devient magique quand on tombe, quand on arrive dans un long terme, là, ultimement. Fait que c'est ça. Notre conclusion, c'est ça. Nous aussi, on a manqué de sommeil puis des moments de découragement. Ah, absolument. Puis justement, on va en parler parce que les choses qu'on a fait, qu'on a accomplies, on est vraiment content, mais on a aussi été comme frappés. Là. Ça a été même... Quand les gens me demandent comment ça a été après l'accouchement, je dis que les premières semaines ont été violentes. Ouais. N'importe quel nouveau parent va peut-être comprendre cette phrase-là, mais c'est violent. Ça, pour des raisons qu'on va parler, en fait, puis qu'il y avait des choses qu'on avait comme... On s'était préparé, puis il y a des choses... L'importance de certaines choses nous ont vraiment frappés, en fait. Fait que, finalement, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être sur... OK, comment on s'était préparé à l'arrivée du bébé, comment ça s'est passé, mais aussi cet nouvel univers-là de réalisation qui est apparu puis qui va nous inspirer pour toute la suite avec nos projets parce que ça a vraiment marqué notre esprit. Ça a renforcé nos croyances beaucoup. Ouais, en tout cas. On va continuer à en parler longtemps. Fait qu'avant de commencer sur le design actif, si vous êtes nouveau parmi nous, on va faire un récap des prémices de c'est quoi les piliers sur lesquels on se base dans notre approche d'aménagement de notre espace. Si ça fait longtemps que vous nous suivez, vous allez peut-être trouver qu'on radote, fait que skippez quelques minutes. Mais ou réécouter, hein, c'est un bon rappel. C'est un bon rappel. Même nous, on se le rappelle souvent. Des fois, je rebrasse des idées où j'essaie de resynthétiser les choses différemment, mais fait que c'est ça. Fait que les prémices derrière notre approche actuelle, ça évolue. La première, c'est qu'une vie active, c'est le mouvement sous toutes ses formes tout au long de la journée. Puis pour nous, le paradigme du mouvement, c'est différent du paradigme de l'activité physique dans lequel on est globalement aujourd'hui. C'est que souvent, on pense que bouger, l'image qui vient en tête, c'est cardiovasculaire ou musculaire. Il y a une certaine intensité, puis ça se passe dans un gym, dans une salle dédiée, puis il faut suer ou faire augmenter sa fréquence cardiaque à un certain rythme pour que ce soit valable comme activité. On cherche à isoler ce que nous, on appelle le mouvement, puis de prioriser, c'est ça, le cardiovasculaire ou le musculaire beaucoup, puis de garder ça dans certains espaces, dans un certain temps aussi, dans le calendrier. De dire c'est là l'activité. Tel jour par semaine, des résolutions début d'année. Il y a des résolutions début d'année, puis tel jour par semaine, il faut que je me motive à aller au gym. Donc, on l'isole, en fait. Puis ça représente bien notre ère, qu'on essaie d'isoler toutes les choses séparément. Mais on le fait avec l'activité physique aussi. Fait que j'ai fait un petit dessin. Oui, on a ça, les dessins. Vous avez peut-être déjà vu, mais je vais ramener mes dessins plus souvent. Mais c'est ça, le paradigme de l'exercice, on regarde notre calendrier, on se dit quand est-ce que je vais bouger, puis souvent ça prend le bord parce que en fin de journée, ça ne tente plus, puis là, on déborde. Tandis que dans le paradigme du mouvement, c'est de valoriser même les petits mouvements, les micro-mouvements, les expériences sensorielles de différentes intensités pendant la journée.
Puis, quand on commence à comprendre pourquoi l'humain bougeait avant, comment on a évolué, ben ça laisse place, ça fait apparaître toutes sortes de mouvements qu'on a délaissés socialement, comme la marche, beaucoup de marche, le squat, transporter des charges. Avant, c'était de l'eau, du bois, des enfants. Des mouvements comme creuser et lancer des choses pour cueillir et chasser, etc. Ces mouvements-là, pas glamour, qui ont un peu disparu, nous, on veut les ramener. On veut les ramener, on les cherche. On les cherche, puis pour l'instant, notre but, c'est pas de retourner vivre dans une savane, mais c'est de dire comment est-ce qu'en ville, on peut créer ces opportunités-là par les circonstances dans lesquelles on se met. Oui, au lieu de les extraire le plus possible, Exactement. puis de se retrouver dans une situation où on ne bouge plus du tout. Puis là, qu'on doit justement trouver un espace dans le calendrier, puis là, embarquer dans ce cercle-là. Mais on se dit comment on peut intégrer le plus de mouvement à toutes nos tâches durant la journée. Puis, je pense que c'est important de mettre en lumière ce paradigme-là qui influence, cette vision du monde-là qui influence nos décisions, parce que le paradigme dans lequel on se trouve a un impact direct sur le genre de design, de ce qu'on va définir ce que le design actif est. Moi, j'aime même le mot design, le mot actif, je l'aime moins parce que ça renvoie encore à cette idée-là d'activité physique rigoureuse. Fait qu'on va peut-être trouver, c'est pour ça qu'on dit maison vivante aussi, là. Il y a l'aspect stimulation plus, mais pour l'instant, mettons, active design, c'est un terme en design, puis c'est plus pour les villes puis les grosses business. Mais justement, quand tu es dans le paradigme de l'activité physique, le design actif, ça devient mettre une salle de gym dans les espaces employés, mettre des racks à vélo. Les bureaux assis debout commencent vraiment beaucoup, mais ça va être encore une fois la dominance de la chaise va être là, alors qu'on n'a pas nécessairement besoin de chaise adossée pour vivre. Fait que puis dans l'espace de maison, ça va être mettre un vélo stationnaire devant une télé. C'est comme ça peut être ça dans le paradigme de l'exercice du design actif. Alors que de notre vision, quelque chose de vraiment moins sexy, mais genre, on a eu une panne d'électricité. Vince est allé a pris notre four à camping, est allé sur le balcon, empiler des bacs à lait parce qu'on essaie d'avoir des systèmes multifonctionnels. Fait qu'on a des bacs à lait pour s'asseoir, ranger des trucs, mais aussi on peut en mettre 2 puis mettre une planche puis ça devient une table. Ouais. La façon qu'on le dit souvent, c'est que notre mobilier est mobile. Fait que donc, on peut s'amuser, on peut l'amener dehors, on peut le bouger à l'intérieur de l'appartement. Puis là, tu as mis une photo. Oui, cette image-là, c'est ça. Design actif, soit c'est de mettre un vélo stationnaire devant une télé, ou soit c'est... Je pense que même là, dans l'image, c'est des jeunes qui jouent à des jeux vidéo devant la télé en se disant... En pédalant un peu. C'est mieux que de juste jouer aux jeux vidéo. Exact. C'est vrai, effectivement. Et c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas optimal. C'est de dire, Vince qui squatte en faisant la cuisine dehors, c'est ça notre vision du design actif. Exact. L'autre prémisse, fait que le mouvement, une prémisse, c'est ça. Le mouvement, c'est... Une vie active, c'est le mouvement sous ses formes. L'autre prémisse, c'est que notre environnement influence nos mouvements. Puis c'est vraiment simple, mais je pense qu'il y a on reconnaît pas ça, à quel point c'est vrai. Puis imaginez là, votre maison actuelle en ce moment, si je peignais tous les murs en rouge puis votre plafond en noir. Aïe. Genre, ça serait intense. Ça fait pas sentir bien, cette idée-là de vivre. Parce que ce qui nous entoure influence nos émotions, influence nos sensations, puis influence aussi comment on bouge. Puis s'il y a un gros divan en plein milieu de notre salon, c'est normal qu'on va aller s'asseoir. Grosse télé, un gros divan, puis rien d'autre. Ben, dans cette pièce-là, on va aller sur le divan. Exactement. Puis on va ouvrir la télé souvent. Exactement. T'sais. Fait que c'est juste de reconnaître ça. Fait que si on change nos environnements, bien, on peut changer comment on sent puis comment on bouge. Ça mène à une quote, en fait, que tu as rajoutée dans les notes. We shape our tools and then our tools shape us. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ultimement, ça veut dire que nos actions nous amènent à changer notre environnement, mais que par la suite, notre environnement nous amène à changer nos actions. Exactement. Puis ça, il faut le réaliser parce qu'on est arrivé à un seuil dans l'histoire de l'humanité où l'humain est ingénieux, a toujours inventé des outils, en fait. C'est ce qui le distingue d'autres animaux, d'autres mammifères. C'est qu'on a la capacité avec nos mains et notre créativité d'inventer des choses qui nous simplifient la vie. Cette mentalité-là d'optimisation, d'économiser des efforts, juste cette appréciation-là aussi de la créativité nous a mené à inventer une panoplie de choses autour de nous. Puis ça a commencé par
Tu sais, juste utiliser une branche pour faire des choses, casser une pierre pour tailler. Ça a commencé comme ça, mais après des millénaires, l'environnement dans lequel on vit, puis c'est important de le rappeler, il y a un mismatch. Ça ne fit plus avec nos besoins, les besoins de notre corps. Mais ça a amené, tu sais, ça commence par utiliser une roche pour couper de la viande pour faciliter nos repas. Puis là, c'est rendu à je pèse sur un bouton, puis il y a quelqu'un qui vient me porter de la bouffe. Toute faite, toute Exactement. C'est un monde de différence en termes de mouvement, disons. Exactement. Puis l'idée qu'on se construit un abri pour se protéger des intempéries, puis dormir tout le monde ensemble au chaud, whatever, puis le reste de ma vie se passe dehors. Parce qu'on faisait tout dehors. C'est dehors, notre maison. Notre maison, c'est dehors. Il y avait la yourte. Ouais, c'est ça. Puis il y avait le reste. Il y avait tout le reste. On a des méga maisons, puis 95% de notre existence, on la passe à l'intérieur. Puis nos yeux ne voient plus l'horizon, nos yeux ne voient plus le ciel constamment, on ne sent plus le vent sur notre peau. Ça, c'est ça. Mais cette vision-là, qu'il y a un mismatch, une discordance entre notre passé évolutif, nos besoins fondamentaux, puis la vie actuelle, pour nous, c'est le modèle d'avenir de la santé, de reconnaître que les technologies qui nous entourent, on les a créées pour certaines raisons, mais ils ont un impact sur nous, puis ça fait globalement aussi, par rapport, pour revenir dans le monde du mouvement, qu'on est sédentaire parce qu'on a moins en moins d'efforts à faire pour vivre au quotidien. Ça nous amène des carences en mouvement, en fait. Puis, un des prochains livres sur notre liste, ça s'appelle The Comfort Crisis, de Michael Easter, que c'est ça, ce vocabulaire-là qu'on est dans la vie moderne est confortable aussi. On parlait beaucoup de sédentarité, mais c'est pas un mot, je pense que tout le monde apprécie, mais c'était là qu'on est dans une vie de confort et de facilité. C'est bien dans une certaine mesure, mais là, on atteint un seuil où on en est rendu malade. Parce que, comme tu disais tantôt aussi, ben, si ce qu'on vise, c'est le confort, ben, l'être humain va être vraiment ingénieux pour l'atteindre. Ouais. Puis vraiment astucieux, puis il va être vraiment créatif, en fait, pour l'atteindre. Mais si on change cette cible-là, puis qu'on ne vise pas nécessairement le confort, mais autre chose, pour être la santé, disons, ou avoir un quotidien riche en mouvement, ben là, on va être créatif aussi, puis astucieux pour l'atteindre, en fait. Puis on va être prêt à être inconfortable pour un but qui est plus grand que nous, tu sais. Voilà. Fait que ça, c'est comme des idées qu'on a beaucoup, beaucoup parlé, mais qu'on aime se rappeler nous-mêmes, là, pour se rafraîchir la mémoire. Puis une des dernières prémices, c'est que, OK, si notre environnement, comme c'est le style de vie moderne des sociétés industrialisées, là, c'est unanime, les gens dans une société industrielle bougent pas assez. Comme c'est universel. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que le système change? Bien, nous, notre prémisse, c'est qu'on est individuellement les créateurs de notre habitat. On a la capacité de changer au moins notre maison. Là, on ne peut pas reconstruire une rue puis nous-mêmes mettre plus de pistes cyclables, mais comme citoyen, on peut se mobiliser, tu sais, mais on ne peut pas aller construire une nouvelle rue d'asphalte. On ne peut pas aller modifier tant que ça les espaces publics. Non. Même, on se pose la question des fois. On peut s'impliquer pour amener des mouvements sociaux, mais dans l'intimité de notre maison. Oui, à la base, c'est notre maison à nous. T'sais. À nous, on peut la changer. Le fait qu'il y ait des divans dans toutes les maisons devant une télé, de nos jours, c'est une convention sociale. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. C'est juste notre vision d'une maison, puis on le reproduit spontanément. Exact. Mais on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Oh, un petit rot. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans les micros. Peut-être se rendormir. Puis ça mène en fait à un gif que tu as mis dans les notes qui me fait toujours rire. C'est juste un gars qui donne... C'est Ron Swanson qui dit « J'ai un permis ». Puis il le donne ça va être le shérif. Puis le shérif, il dit juste c'est écrit « Je fais ce que je veux » sur une feuille blanche. Je peux faire ce que je veux. Fait que dans votre maison, faites ce que vous voulez. La pire chose qui peut arriver, c'est peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ben, c'est pas... normal. Mais c'est à peu près tout ce qui peut arriver. Mais il y a aussi une question de sécurité de certains systèmes, mais c'est à voir. Allô, bébé? Fait que maintenant que c'est dit, c'est de même qu'on approchait notre propre appartement. Fait qu'on s'est dit, on va filmer un tour guidé pour faire un update. Les vidéos où je me promène dans l'appart et je montre l'espace est disponible sur YouTube. Puis aujourd'hui, on va vous montrer aussi en photo ce que je ne pouvais pas faire en expliquant à la caméra, tu sais, de nos expériences.
On a un petit bébé qui se réveille. Fait que c'est ça, cette idée-là de comment notre environnement influence nos mouvements. Quand, à l'arrivée du bébé, on a émis une nouvelle intention pour cette pièce-ci, parce que chaque pièce dans notre appartement a une intention, même si les pièces sont multifonctionnelles. On va peut-être devoir prendre une petite pause. Peut-être un petit monsieur qui a envie de pipi. On va aller voir. Ouais. Donc, on revient à la tournée de l'appartement. Super. Pouf! Madame! Le bébé a bougé. On recommence. On disait que l'humain moderne vit dans une vie de confort qui, ironiquement, nous rend chroniquement inconfortables ou malades parce qu'on bouge peu assez. Et que la solution pour la nouvelle ère, à mes yeux, c'est une vie stimulante. Une vie qui fait du sens pour nous, puis une vie qui inclut l'inconfort. Parce que notre capacité à surmonter l'adversité, c'est ça qui nous fait grandir, puis qui rend le quotidien intéressant. Même d'un point de vue spirituel, je pense que la plupart, toutes les religions, les philosophies du monde adressent le fait que la souffrance est humaine, puis il faut juste l'accepter pour après la transcender. Oui, exact. Bref, on a pensé à tout ça pendant qu'on changeait de bébé de place. Pendant qu'on faisait faire pipi. Puis qu'on essaie d'endormir. Exact. Donc, maintenant que c'est dit, on a filmé un tour de l'appart avec réaménagé pour l'arrivée de l'enfant. C'est où ça, cette tournée de l'appartement, Marc-Claude? C'est sur YouTube. C'est déjà fait. Et une fois que ça a été fait, non, mais je veux dire, il y a quelque chose que je me suis dit comme, OK, bien, tout a l'air de bien aller. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a fait dans la tournée. On va même rajouter les images qu'il n'y a pas dans la tournée parce qu'on peut le rajouter maintenant. Tout a l'air bien. T'sais, on avait seté des intentions, puis la nouvelle intention avec l'arrivée du bébé, surtout pour cet espace-ci qui est le studio, où avant c'était beaucoup autour de la créativité. On a... Donc, c'est dans cet esprit qu'on a repensé l'appartement pour l'arrivée du bébé. Et on a fait une tournée en vidéo sur YouTube. Puis on voulait présenter l'espace aujourd'hui parce que ça nous permet de rajouter aussi des images puis d'ajouter des explications supplémentaires. Dans cette idée-là de comment notre environnement influence nos mouvements, on s'est dit qu'il faut une intention par pièce. C'est une pratique qu'on a à l'appartement. Chaque pièce a un peu une intention, même si nos espaces sont multifonctionnels. On veut une intention centrale. Fait que la pièce ici, par exemple, c'était la créativité. Créer. On avait une grande table haute, on faisait le podcast là, on faisait aussi les studios, mais on s'en est débarrassé pour libérer de l'espace. Ça, c'est notre table de cuisine. Fait que c'était, encore une fois, mobile. Et avec l'arrivée de l'enfant, on s'est dit, OK, bien, cette pièce-ci, on veut aussi que ce soit une pièce, en fait, sa fonction, c'est pour accueillir. On savait que le bébé allait sûrement amener des visiteurs, nos familles, nos amis. Fait qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut l'aménager pour pouvoir accueillir des gens? Parce que, justement, en étant de la créativité, ben c'était principalement sur nos tables puis nos espaces de travail. Puis quelqu'un qui a une vie plus standard, un aménageur plus standard, s'y retrouve peut-être pas puis sait pas quoi faire dans notre espace. C'est comme, ne peut pas s'asseoir. C'est comme pas... Si quelqu'un ne peut pas s'asseoir au sol ou peut pas... Tu sais, c'est... Ma grand-mère n'aurait pas pu venir. Ça peut se mettre. On a vu avec certaines personnes qu'on a invitées, c'est que les gens ne savent pas nécessairement où se mettre. Fait que là, on s'était dit, OK, nos familles viennent pas souvent, anyway, parce que nos parents n'aiment pas Montréal. C'est la grosse ville. Fait que, mais on s'était dit, est-ce que minimalement, au moins la première fois qu'ils vont venir voir notre enfant, on peut sentir qu'on les accueille. Fait que quels items peuvent créer cet effet-là chaleureux, plus chaleureux, dans le fond. Fait que je sais pas si Vince veut montrer la première photo. En fait, c'est justement le premier moment quand mes parents sont venus voir le bébé. Mes parents sont assis sur nos nouveaux coussins de jeu et Marc-Aurèle est sur un coussin tout simplement. Et il fait de dos dans sa couverte. Et toi, tu es sur le sol. Et moi, je suis sur le sol. Et les items, on les voit tous dans la photo, c'est les ajouts qu'on a fait. Fait que si tu descends un petit peu, on va voir nos ajouts coup de cœur avec l'arrivée du bébé. C'est un tapis de jeu pour enfants. Qui est en mousse. Souvent, c'est dans des salles de jeu, mais nous, on le met au centre de l'appartement parce que ça délimite un espace, ça l'embellit parce que le tapis est joli. Puis, si vous avez écouté nos autres vidéos, on a un amour pour le sol comme un espace de vie. Puis, on accorde de plus en plus d'importance au textile et au tapis qu'on a sous les pieds
parce que ça crée des sensations agréables, puis ça peut nous donner plus envie d'être dans un espace ou dans un autre. Fait que ça, c'est un des ajouts. Ensuite, on a aussi ajouté des chaises de sol. En général, on a ici des chaises, on s'assoit mais sans dossier. Puis là, on s'est dit ça peut être un item polyvalent quand on a de la visite ou pour nous de temps en temps. Oui, quand les gens restent plus longtemps, même nous, des fois, on l'utilise maintenant pour s'accoter un petit peu plus. Un petit peu par moment. Puis on a aussi, dans l'image, on voit un pouf vert dans une couleur que les chaises, puis un coussin de yoga qu'on s'est dit, on pourrait tester, s'en servir de différentes façons. Ouais. Fait que juste la chaise ou le pouf, si on le met autour d'une table, avec le tapis, ça crée un espace pour dire, OK, on se rassemble ici. Puis un autre méga item coup de cœur, c'était ça s'appelle un divan de jeu. On essaie de... C'est ça, c'est des coussins. C'est un play couch en anglais. Oui, en anglais, c'est un play couch. C'est un play couch, c'est 4 coussins. Il y en a, c'est des rectangulaires de différentes épaisseurs, textures, puis des triangles, des prismes triangulaires. Il y en a 2. Fait que ça peut être reconfiguré de plein de façons. Puis le but, c'est destiné aux enfants. Mais la compagnie les a faites de couleurs puis d'un design qu'ils savent que ça peut bien fitter dans tout type de décor. Puis que les adultes vont l'apprécier, justement, parce que ça fait pas nécessairement enfantin, puis même l'utiliser. Fait que nous, c'est nous qui l'utilisons en ce moment, mais on l'a acheté en prévision que quand l'enfant allait être plus vieux, bien, il allait apprendre à grimper, il va pouvoir se faire des cabanes. La housse est lavable, fait que c'est vraiment génial. Ça peut même devenir un lit, ça peut devenir plein de choses, en fait. Exactement. L'item en tant que tel, on le trouvait vraiment polyvalent puis mobile. Puis on aime avoir un mobilier mobile. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est dans nos ajouts. Puis, justement, pendant la tournée, ben j'expliquais aussi, c'est ça. Ah oui, il y a des photos des choses qu'on a rajoutées avec le temps pour créer des stimulations sous nos pieds. Des exemples, ça va être toutes sortes de tapis avec des textures différentes, plus raides ou pas. Puis, des poutres d'écorce de bois. T'sais, on essaie aussi d'aller chercher inspiration du design biophile, fait que rajouter des plantes autour de nous, parce que le jardin, ça fait bouger, mais rajouter aussi des textures plus naturelles. Puis, un des items, c'est justement des écorces d'arbres qu'on a transformées soit en mini espace de tapis quand on travaille ou en poutres surélevées, on a mis des écorces. Parce que vous pouvez voir assez rapidement, si vous allez en nature, le sol en nature n'est jamais plate. Donc, nous, on dit comme ça, mais tu sais, n'est jamais plat, lisse et dur. C'est jamais ça en nature. Et tout le temps, même si c'est de la roche, ça va être plus complexe que ça. Donc, on essaie de ramener ces textures-là, en fait, dans notre quotidien parce qu'on considère que c'est une stimulation qui est très humaine, en fait, là, qui est très naturelle. Là. Puis c'est ça. On a peut-être une carence, surtout au niveau des pieds, pour des textures, là, en fait. Je sais pas si je le dis dans la vidéo, c'est une des prises qu'on a faites, mais comme j'ai vraiment un conseil. Je me suis demandé comment on peut mettre du gazon dans une maison. Mais bon, c'est comme un petit peu plus compliqué. Fait que je vais commencer avec des choses simples comme des trucs artificiels faits à la main, comme des tapis. Fait que ça, c'est l'exemple. Les poutres que j'ai sous les pieds, en fait. Les écorces d'arbres qu'on a coupées. On a coupé les plates de la table qu'on a démembrées pour avoir plus d'espace. Puis on en a fait des petits bouts pour mettre en dessous des poutres. Donc, Marc-Claude est sur une de ces poutres-là. Sur une de ces poutres-là en ce moment. Puis, je les utilise. Je pensais vraiment que ça pouvait accumuler la poussière puis que ça serait pas si utile finalement, mais je les aime vraiment beaucoup. Puis, je les utilise des fois quand j'écris au tableau pour me surélever pour écrire plus haut ou je peux m'asseoir dessus ou squatter dessus juste pour le fun en travail. On l'utilise énormément, en fait. Oui, on l'utilise beaucoup. Puis, j'ai aussi quelques photos de Vince sur le divan de jeu. Il n'est pas super élevé. Fait que nous, ce qui faisait qu'on était comme prêt à ramener un item comme ça dans notre quotidien, c'est qu'il est quand même bas. Fait qu'on va s'asseoir plus profondément. On peut même carrément squatter. Puis on peut le mettre à plat, les 2 coussins, puis s'allonger. Puis ça fait justement une surface plus molle, vu, comme Vin disait, un plancher dur constamment, c'est pas naturel. Fait qu'on va aller chercher de la mollesse. Ben, d'ailleurs, Guillaume, mon frère, a fait le Canada à vélo cet été. Récemment, il faisait du camping avec sa blonde et son enfant constamment. Puis c'est vraiment intéressant, une anecdote qu'il m'a racontée, c'était comment, quand il est revenu à la maison pour un arrêt,
c'était comme bizarre de marcher sur du plancher dur. Parce qu'il était en nature tout le temps. C'est comme le sol quand il marchait puis qui amortit, c'était comme la sensation du plancher était différente. Pieds nus sur un plancher, c'était bizarre. Oui, c'est intéressant. Fait que c'est ça, on faisait la tournée de l'appart, puis on expliquait, l'espace a été même approuvé par une petite tornade. Ça l'a été à l'épreuve d'une petite tornade. Oui, puis c'est pas celle-là, c'est une autre tornade. C'est une autre tornade, ton filleul, qui est un amour mutuel entre vous deux. T'es comme son ami. Moi, je sais pas s'il pense que t'es un adulte. Je pense qu'il pense juste que t'es comme un grand... Je pense qu'il a déjà eu cette discussion-là avec ma soeur pour savoir si Vincent, c'est un adulte ou non. Il savait pas où me catégoriser. Je sais pas c'est quel le plus immature des deux, finalement. Mais en tout cas. Fait qu'il est venu, puis ce qui est intéressant, c'est que, c'est ça, fait que chaque pièce dans notre appart a une intention principale, mais se veut aussi polyvalente. Fait que dans l'espace dans lequel on se trouve, nous, le jeu, c'est partout. Fait que c'est pas de dire qu'on a une salle de jeu ou d'entraînement, c'est qu'on a des systèmes pour jouer puis pour bouger dans toutes les pièces. Des anneaux, des poutres, des barres, des haltères qui se déplacent, des ballons. Des ballons jonglés, des ballons. Un jeu d'or, un jeu de poche. Puis on essaie de les mettre plus en évidence pour qu'on soit tenté de les utiliser. Fait que ce qu'on a trouvé le fun, c'est quand ton filleul est rentré dans l'appartement. Puis on n'avait pas aménagé les choses pour ça. Mais dès qu'il est rentré, il s'est comme approprié un peu l'espace, puis il a commencé à jouer ou à interagir avec les choses que nous, on laisse dans l'environnement pour nous stimuler. Des ballons sur le sol pour jouer avec le pied, ou les d'or sur le mur, ou plein de choses qu'on dirait que ma soeur dit, quand il est revenu chez lui après, comparer un peu notre appart à la récréathèque. Comme que c'est un espace de jeu donc bien cool. Mais c'était zéro aménagé pour ça. Là, puis ma mère est débarquée avec lui, en fait, chez moi. Elle est venue faire une visite avec mon filleul. Puis c'était pas prévu. Là, puis on a débarqué, puis il capotait. Oui, puis c'était beau parce qu'on n'a pas eu à lui expliquer ici, tu as le droit de prendre telle affaire ou tu n'as pas le droit de faire ça. Il s'est mis à jouer, puis Vince, ben justement, il jouait avec lui autant, là, puis il alimentait ça. Puis après, il est revenu pour un week-end. C'est son cadeau de fête, finalement, de venir passer un 24 heures. Un 24 heures ici. Puis on a pris plein de photos. Là. Il y en a qui sont dans le 24 heures, il y en a qui sont dans la visite qui est faite avant. Mais c'est pour montrer un peu tout... Tout ce qui a été accompli dans une pièce et la cuisine, parce que même avec lui, on n'a pas utilisé les autres pièces. Genre, tout se passait un peu ici. Je pense que je les ai mis en lightbox. Ouais. J'aime bien cette photo-là. Présente très bien la vibe. Bon, il y a des haltères par terre, il y a les anneaux. Il y a le jeu d'or en haut qu'on a descendu un certain point pour jouer. Il y a tous les coussins, les chaises plus au niveau du sol. Tu peux être déplacé n'importe comment. C'est sûr qu'un jeu d'or, c'était attirant. Là. Il a joué au d'or. Il y avait ça de mon grand-père qui est comme des d'or de compétition qu'on lui a... On n'a pas donné ça parce que... Il a mis les un peu moins pointus. Mais tu sais, on le voit jouer au d'or. Et la joie, c'est que, dans le fond, nous, derrière le jeu d'or, on a mis une planche pour ne pas faire les trous dans le mur. Mais je veux dire, ça arrive qu'on manque notre coup et qu'on frappe. Vince a fait quelques trous dans le mur. Marc-Claude a fait quelques coups. Mais tu sais, c'est ça. Un enfant de 6 ans qui lance un d'or à côté et qui ne s'est pas fait chicaner, je pense qu'il a trouvé ça hilarant. Tu fais un trou dans un mur puis que... Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'était le fun. Moi, je pense que j'allaitais à côté, puis de temps en temps, je lançais aussi des dards. Fait que, c'était comme vraiment spontané. C'est sûr qu'ils retestaient tout le temps les limites un petit peu, là, parce qu'on a des voisins en dessous, puis on lui disait « Fais pas de bruit, s'il te plaît », puis ils voulaient absolument jouer avec le ballon de basketball qui est un peu trop raide, puis qui fait des bruits sur le plancher. Mais là, le jeu, c'était d'empiler des coussins pour être sûr que le ballon fasse pas de bruit. Fait que c'était... Dans le même espace, il a pu faire tout ça. Il a comme utilisé le tableau. Puis là, le soir, on a fait de la bouffe. Quand on a besoin de plus de surface de travail, on a une table d'une autre pièce qu'on a ramenée dans la pièce centrale. Puis quand c'était le temps de manger, justement, les poutres que j'adore, spontanément, comme Logan, sans qu'on ait dit quoi que ce soit, les a juste pris pour s'asseoir. Oui, on le voit entre autres sur cette photo-là. Cette photo-là, en haut, à gauche. Mais dans la journée, en fait, la même table, dans le même espace, il travaillait à genoux. On a fait des jujubes. Il travaillait à genoux. Puis à aucun moment, ça nous a surpris aussi, à aucun moment, il a dit « Ah, c'est bizarre, chez vous, il n'y a pas de chaise.
n'y a pas de chaise standard parce que, tu sais, là, on a une table, puis Vince est sur un banc. Mais il nous a comme pas demandé quoi que ce soit, genre. Il n'a pas eu à justifier ou il n'a pas trouvé ça bizarre. On n'a pas eu à justifier un enfant de 6 ans. Mais je m'y attendais parce qu'il est vraiment curieux, puis il s'émerveille beaucoup, puis il observe les choses autour de lui vraiment. T'sais, il se rappelait de la marche dans le quartier qu'il avait faite, puis il disait « Ah ouais, on est passé par là, puis il y avait ci, puis il y avait ça. » Fait que je m'attendais à ce qu'il... Puis il est très honnête aussi, là, il a dit que mon jardin était laid. Fait que, genre, j'attendais à ce qu'il fasse... Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Ça, il est vraiment pas beau en ce moment. En ce moment, il est laid. Il est devenu très laid. Mais, fait que je m'attendais à ce qu'il fasse comme « C'est weird chez vous », tu sais, mais finalement non. Fait que, c'est ça, tu sais. Il s'allongeait à terre pour travailler, nos petits cubes de bois qu'on utilise pour plein de choses. Pour lui, ça devenait un tabouret quand ça a été le temps de faire certaines tâches dans la cuisine. Et le soir venu, en fait, son cadeau était centré, en fait, autour d'une soirée cinéma. Parce que vu qu'on n'a plus de télé, maintenant, les soirées cinéma, c'est les moments plus précieux où on utilise un projecteur puis on écoute nos films sur le mur. Directement. Puis justement, notre divan de jeu peut être mis comme un lit, puis on peut se coucher en mangeant du popcorn. Puis après ça, on dort tout le monde dans la même... On a dormi tout le monde dans la même pièce. Puis encore une fois, il n'a pas trouvé ça bizarre de dire « Ah, le bébé dort avec nous. » non, il n'a pas trouvé ça bizarre. Non, on a tous dormi dans la même pièce comme un party pyjama. Comment on appelle ça? Quand on est jeune. C'est ça, un party pyjama? Un party pyjama. Fait qu'avec un bébé, un enfant de 6 ans, puis 2 adultes, puis ça s'est super bien passé. Fait que voilà. Fait que l'environnement a été testé, approuvé par aussi un enfant. Fait que ça, tu sais, dans le sens que là, lui, il est jeune, puis il ne bouge pas encore. Fait que, mais on se dit, OK, il est déjà prêt pour quelques étapes de plus, même s'il va encore évoluer. À un moment donné, Logan, on a des rideaux qui séparent les 2 pièces. On s'en servait quand on faisait le podcast pour amortir le son. Puis on les a laissés là parce que ça aide aussi des fois que la circulation d'air, ça fait la même. Puis vu que tout était un thème de jeu ici, il s'est mis à s'entortiller dedans. Ma première réflexion, c'est « Oh my God, il va arracher ma pôle à rideau. » Puis la deuxième réflexion, c'était « OK, ça veut dire que faut, au lieu de... mais qu'il y ait d'autres enfants qui viennent, au lieu que ma réflexion, ce soit genre, il faut que j'y dise de ne pas faire ça ou de ne pas toucher, il faut que je renforcisse ma pôle à rideau. » Il faudrait qu'elle soit plus solide. Il faudrait qu'elle soit plus solide. Puis rajouter comme que ce soit un item carrément pour grimper. J'aime que les choses aient plus qu'une fonction. Fait que je me disais, là, mes rideaux ont plusieurs fonctions. On va pouvoir grimper littéralement au rideau. Parce qu'il y a des choses acrobatiques, c'est ça un peu des je sais pas comment ils appellent ça, là, comme, tu sais, les acrobates dans... Non, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, mais c'est ça. Puis, en le voyant faire aussi dans ce cadre-là, j'ai réalisé que c'était vraiment plus grand que le cadre de pas dans lequel notre bar à chin-up est avec les anneaux. Fait que je me disais, les anneaux d'acrobatie pour aller là à la place, ou on pourrait mettre une balançoire. Ça nous a donné des idées, en fait, pour continuer de tweaker un peu l'environnement. Puis de le rendre plus stimulant encore qu'il est déjà. Exactement. Fait que je pense que de manière générale, notre attitude, c'est qu'il n'y a rien qui est statique chez nous, puis que quand nos besoins évoluent, il faut que l'environnement change pour y correspondre. Oui, puis on l'a vu, même quand on a voulu faire la tournée, on se disait, ce serait peut-être mieux de finir ces projets-là avant de le filmer. Mais non. Mais il y a tout le temps des projets ongoing dans l'appart, fait que ça n'aurait pas fonctionné. Exactement. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, on a fait la tournée de l'appart, puis j'étais comme, il me semble que c'était smooth, puis c'était comme playful parce qu'on a eu beaucoup de plaisir dans cette pièce-là. On a dormi depuis la naissance d'enfant, il y a 3 mois. J'étais comme ça, c'est trop facile, puis c'est pas représentatif des moments de désespoir que j'ai vécu en partie, parce qu'il y a des moments que je la trouvais vraiment pas drôle, là, comme je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. La nouvelle vie avec le bébé, puis il me semble qu'il manque quelque chose aussi dans nos explications. Puis j'ai réalisé en fait que c'est parce que j'ai parlé des objets qui étaient présents dans la pièce, puis comment on bouge de plein de façons par ces objets-là. Mais j'ai comme pas parlé pendant la tournée de ce qui est pas là. J'ai comme oublié que genre ce qui est pas dans l'environnement, c'est des chaises pour bébé, fait que des chaises qui vibrent, des chaises hautes. C'est sûr que lui, en ce moment, il n'en a pas vraiment besoin, mais comme des tabourets spécialement pour les enfants en prévision, mettons, de son arrivée. Il n'y a pas de poussette rangée quelque part. Tu sais, t'es pas dans le garde-robe, on n'a toujours pas de poussette.
Puis c'est de revenir sur ça, en fait, de revenir sur qu'est-ce qui n'est pas là, puis qu'est-ce qu'on fait à la place de ces choses-là que, tu sais, comme, je sais pas toi, mais comme mère, l'Internet a compris que j'avais un enfant puis que je magasinais du stock pour bébé, fait que je suis inondée de pubs, de choses pour enfants. Ouais, genre ça aussi, ouais. Un petit peu. Ouais. Fait que justement, comme, là, c'est la course à me vendre des super poussettes, des super trucs de portage, comme tous les objets d'enfants, du linge, genre tout le temps. Puis, les sites web, il y en a beaucoup qui ont tu peux carrément te créer ta liste de shower d'avance. Puis, les items classiques qu'on va penser qui représentent le bébé, c'est des bassinettes. On n'a pas de bassinettes non plus. Le bébé n'a pas une chambre à lui en ce moment, puis l'enfant n'en aura pas avant un certain âge. Parce qu'on dort tout le monde ensemble. Fait que c'est ça. Fait que dans la pièce aussi, cette pièce-ci, c'est que le soir venu, on amène notre futon puis on dort en sommeil partagé avec l'enfant. Puis, je pense que c'est ça. Je pense que ça nous a rappelé souvent quand on vit un moment ou quand c'est ça, il y a des opportunités pour acheter des choses, pour redesigner notre quotidien, c'est qu'on va penser à l'objet. On va se dire, OK, j'ai un bébé, donc il me faut une bassinette. Ça prend toutes ces choses-là. Ça me prend ces choses-là. Ouais. Puis nous, notre réflexe avec les années, ça a plutôt été de se dire, bien, c'est quoi le besoin fondamental? Puis comment est-ce que je comble ce besoin-là? Ça peut être un objet. Puis un objet, un outil bien conçu, c'est absolument génial. T'sais. Puis il en faut autour de nous. On vit encore dans une maison avec des objets, des outils. Oui, puis on filme en ce moment. Ça nous permet de faire plein de belles choses, les outils. Fait qu'il faut des bons outils, des bons objets. Mais notre réflexe, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on peut s'en passer ou qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est juste pour une activité d'esprit, le fun, qu'on se dit qu'est-ce qui arrive si j'enlève ça. Puis c'est ça qui est arrivé avec les couches. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève ça? C'est vraiment purement un exercice d'esprit ludique que je faisais, tu sais. Fait que, puis c'est en enseignant à HEC pendant 3 ans, on travaillait au département d'entrepreneuriat, puis à l'Institut d'entrepreneuriat, puis on enseignait avec mes collègues la créativité et l'innovation dans le milieu entrepreneurial, puis énormément d'outils, justement, puis de modèles mentaux en créativité et innovation en affaires viennent du monde du design, de la pensée design, puis de comprendre qu'est-ce qu'un usager, qu'est-ce qu'une personne a vraiment besoin pour concevoir des solutions appropriées. Puis même en marketing, un des exemples dans lequel j'ai étudié, un des exemples qui revenait souvent, c'est de dire les gens ne veulent pas une drill, les gens veulent un trou. Puis le besoin, c'est un trou, c'est pas une drill. Ce switch-là est vraiment important. Puis justement, un exemple qui venait du design que je le mets souvent parce que je pense qu'il est absolument génial, c'est il y a une firme de design qui s'appelle IDEO, qui est une des références mondiales en design, s'était fait embaucher pour redesigner une salle d'attente. Fait que c'était un design intérieur. Peut-être aussi même design d'objets. Mais après, si tu t'intéresses aux besoins de l'usager, qui est le patient, comme la conclusion, c'était, ben le patient, l'usager, il ne veut pas une plus belle salle d'attente, que ça a ses bénéfices. Hein. Il veut ne pas attendre. Ouais. La meilleure expérience, c'est pas une magnifique salle d'attente, c'est ne pas attendre. Fait que le mandat s'est redéfini en design de service où ils ont revisité les étapes pour améliorer l'expérience en minimisant le temps d'attente. Fait que là, ça peut impliquer des interactions humaines, tu sais, comment la réceptionniste, qu'est-ce que son travail implique, puis toutes sortes d'autres choses qui n'ont pas juste rapport au matériel. Tu sais. Fait que si on fait la même chose avec des objets de bébé, que j'ai mis des photos ici. Les fameux objets. Les fameux objets. Tu vas avoir un enfant, voici la liste des objets à considérer. Exactement. Pour ton bébé. Puis, c'est de dire, OK, la bassinette. C'est quoi le besoin derrière la bassinette? Parce qu'on n'a pas besoin d'une bassinette. Ce qu'on achète quand on achète la bassinette, c'est une paix d'esprit parce qu'on sent que le bébé peut dormir en sécurité. Avec le siège qui vibre, ce qu'on achète, c'est qu'on se libère les bras. C'est ça. Parce que, en tout cas, on creuse, on fait l'exercice ensemble, là, tout le monde. On l'a pas fait avant. On prend le bébé tout le temps. Fait que c'est sûr que quand on dépose l'enfant, c'est comme on se libère, puis on s'achète une certaine autonomie.
Puis la chaise, souvent maintenant, les chaises d'aujourd'hui ont toutes sortes d'arches avec des jouets dessus pour rester stimulant pour l'enfant. Il y a des chaises qui vibrent et qui font du son. Encore une fois, c'est ça, soit pour réconforter ou garder l'enfant diverti, avoir un peu son attention. Comme ça, le parent, lui, n'a pas à bercer manuellement l'enfant. Ou le porter. Sinon, ben la troisième image, c'est un tabouret qui surélève l'enfant pour l'amener à la hauteur des comptoirs de cuisine. Fait que la fonction, c'est, le besoin, c'est pas un tabouret, c'est qu'il faut, moi, le besoin que je vois là-dedans, c'est on veut élever l'enfant pour que la vie des adultes lui soit accessible. Oui, ben on veut impliquer l'enfant dans la vie des adultes. La vie des adultes. Là, si on a surélevé toutes les choses pour rendre la vie des adultes plus facile, tout est à portée de main pour les adultes, ben il n'y a rien d'à portée de main pour les enfants. Donc, il faut surélever. Il faut relever les enfants. C'est vrai, exactement. Ça, c'est un exemple de conséquences en chaîne qu'on invente des technologies, comme un lavabo, il y a des choses qui sont surélevées, qui, plus tu es dans une route, des fois, plus il te faut de technologie pour compenser la chose que tu as créée. Versus, exemple, si on ramène la vie au sol, si on vit au sol pour nous squatter davantage, mais après, quand des enfants arrivent, bien, on vit à leur hauteur, à qu'est-ce qu'ils voient, leur capacité à ramper, à s'asseoir, à s'agenouiller. On la perd comme adulte parce qu'on se fait dire qu'être un humain civilisé, c'est de s'asseoir sur une chaise. La chaise est un emblème très puissant. Là. C'est un trône royal, c'est un signe de pouvoir. Dans les boardrooms d'hommes d'affaires, une chaise, la personne au bout, c'est le président, elle a énormément d'importance. Fait que l'idée de s'asseoir à terre peut être vue comme un signe et symbolisé dans les ouvrages comme un signe de pauvreté. Là, alors que nous, on veut ramener ça, dire que vivre au sol, c'est glorieux, en fait. Oui, c'est le meilleur espace de vie. C'est le meilleur espace de vie. Parce qu'on se rapproche, si on n'est pas à l'intérieur de la terre-mère, là, du vrai sol. C'est pour ça qu'on aime les pique-niques. Tout le monde aime les pique-niques. Tout le monde aime les pique-niques. Mais l'idée de faire un pique-nique dans sa maison, c'est des fois impensable. Mais c'est génial. Fait que c'est ça qui est drôle. Le tabouret, sa fonction, en fait, c'est de compenser le fait que la vie a été surélevée et est peu accessible aux enfants. Puis la poussette, que sa fonction, c'est... puis, je veux dire, je dis pas qu'il y a juste une bonne réponse, mais comme moi, de ce que je vois, c'est le déplacement de l'enfant. Transporter l'enfant. Transporter des choses. Je pense qu'initialement, c'était de transporter l'enfant. Puis là, au fur et à mesure, où c'est devenu de transporter aussi tout ce qui accompagne l'enfant. Tous les objets, tous les accessoires. Des choses additionnelles, comme des sacs d'épicerie. Les choses du parent aussi. Donc, c'est devenu une espèce de véhicule tout-terrain. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a. Puis même comme un carrosse d'épicerie, quasiment. Puis tu peux mettre plein de choses dedans. La fonction, ça peut aussi être de passer un moment en nature ou de faire de l'activité physique. Tu sais, faire le fameux cardio-poussette. L'objet est dans l'activité carrément parce que un enfant trop jeune pour courir, bien là, ça permet à la mère d'être avec son enfant pendant qu'elle fait son activité. Mais c'est une fois qu'on réfléchit à ces choses-là, on peut se poser la question, est-ce que ces besoins-là peuvent être comblés autrement? Puis, c'est ça. Nous, notre tendance spontanée, c'est qu'on va privilégier le mouvement à l'objet. Parce qu'on juge que dans beaucoup de cas, ça amène des bénéfices à tous les niveaux. Mettons le portage. Au lieu de mettre l'enfant dans la poussette, on juge que pour nous, ça a des bénéfices au niveau de nos capacités physiques parce que porter une charge, c'est un mouvement humain fondamental. Puis ça renforce notre corps jour après jour après jour. Fait qu'au lieu d'aller faire des haltères au gym, pour moi, porter mon enfant, c'est un hack. Tu sais, c'est comme, je me dis, c'est comme avoir une veste de poids. Exactement. Dans les marches ou faire des commissions avec ça. Puis ouais, même moi, en ce moment, je me regardais, puis ça me force, le fait de porter le bébé, ça me force à être droit, en fait. Je peux pas avoir une mauvaise posture en ce moment parce que je l'écraserais. En fait, que ça me force à avoir le dos droit, qui est un autre avantage. Et pour l'enfant aussi, je veux dire, en ce moment, Marc Aurèle écoute mon cœur, sent ma chaleur. Donc, il y a plein d'avantages aussi, autres que le mouvement, qui viennent s'additionner pour l'enfant aussi. Exactement. Puis ça, c'est un exercice qu'on veut faire. L'expérience physique et sensorielle pour l'enfant est vraiment différente en portage dans poussette. Puis
je vais essayer de trouver des études là-dessus pour essayer de démontrer comment l'expérience quotidienne n'est pas la même, puis les bénéfices que le portage peut apporter. En tout cas, on s'en reparle, mais ça implique de mettre une GoPro à... Ouais, on va peut-être mettre une GoPro à Marc-Aurèle. Pour voir parce qu'un des épisodes de ceux qu'on a fait, c'est le design à hauteur d'enfant. Puis si on se met à la hauteur d'un enfant ou même d'un bébé, carrément, puis qu'on s'imagine voir la vie à travers ses yeux, bien, on se rend compte qu'un enfant qui est allongé ou assis constamment, son champ de vision, c'est pas ce qu'un adulte voit. L'enfant, ce qu'il va voir, c'est... À l'intérieur, ça va être des plafonds, des murs blancs. Puis, c'est beau de mettre une arche avec des trucs stimulants, mais est-ce qu'on est capable de surpasser ça de différentes façons? Ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. Mais on s'en parle. Encore une fois, c'est ça. Dès qu'on finit un projet, il y a comme 10 autres portes qui s'ouvrent. Dans cet épisode-ci, on pourrait en ouvrir 42 000 des portes, parce que ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas parlé. qu'on fait des expériences. Mais bon, c'est ça. Fait, pour plein de raisons, on a tendance à choisir le mouvement avant l'objet. Fait qu'il y a ça, parce que ça améliore nos capacités physiques, puis ça influence le développement de l'enfant. C'est ça, d'être porté, ça va influencer sa compréhension spatiale, il apprend à s'agripper aussi puis à se tenir. Ça permet aussi des moments de vie. Pour l'adulte, l'expérience n'est pas la même d'avoir un enfant dans la poussette où, s'il fait face vers le monde, ben on ne le voit pas, mais en portage, personne ne m'avait avisé comment des sons d'enfants, c'est cute, genre c'est de la drogue, là. Fait que de le porter puis de l'entendre soupirer, roter, péter, c'est hilarant, là. C'est une source de divertissement, genre, phénoménale, où l'enfant qui lève ses yeux puis qui croise son regard pour la première fois, c'est magique, genre. Une chose qu'on va dire souvent de notre côté, c'est les mouvements qu'on est capable de faire sont les moments qu'on est capable de vivre. Exactement. Ça vient avec cette mentalité-là aussi de privilégier les moments humains. Puis, pour revenir au squat, une anecdote que j'aime beaucoup, c'est on est allé voir mon parrain une fois, puis on avait fait une séance de photos avec ses enfants dehors, puis je pense qu'il y avait des jeux, genre des bulles, des cordes à danser, des affaires de même. Mais finalement, comme ma petite cousine, pendant 20 minutes, elle a joué avec une coccinelle qu'elle a trouvée à terre. Puis pendant un certain temps, c'est justement, elle était accroupie pour prendre la coccinelle, puis quand ça a été le temps de nous la montrer, puis à un moment donné, je pense qu'elle l'a échappé, bien, Vince pouvait squatter parfaitement au sol, puis être en cercle avec les autres enfants pour regarder la coccinelle. Puis c'était ça le moment, genre. Puis avec les années, si on ne squatte plus, on ne peut plus squatter. On perd ces moments-là. Puis fait qu'on perd aussi des moments parce que c'est ça. Si s'agenouiller ou se pencher devient douloureux, bien, il y a des choses qu'on va moins faire. C'est ça. Aussi, bien, de moins avoir d'objets, c'est économique parce que on n'a pas à en acheter. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Même si on s'est fait donner beaucoup de choses, on est éternellement reconnaissant pour ça, parce qu'on a reçu beaucoup d'aide, mais veut pas, ça implique des dépenses. Si on veut s'équiper au complet avec tous les objets qu'on peut avoir pour un bébé. Puis malgré le fait qu'on y a plein de choses classiques qu'on n'a pas achetées, j'ai trouvé qu'il y a des choses de bébé qui... La vie avec le bébé a coûté plus cher que ce que je m'attendais dans certains cas. Mais c'est ça. Fait que c'est... Mais il y a aussi le fait que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que si on ajoute certains objets, ça remplit des espaces, puis ça nous fait sentir à la longue aussi qu'il nous manque d'espace. Puis il y a une envie après ça d'agrandir les espaces qu'on a ou d'améliorer nos espaces, d'avoir plus d'espace de rangement. Hein. Puis pour ça, il faut avoir aussi encore plus d'argent parce que là, on n'a plus les espaces qu'il faut. Fait qu'on veut. Tu sais, c'est comme un effet en chaîne aussi de consommation. Que nous, on essaie, parce qu'on aime le quartier où on vit, on veut rester à sa partie pour un certain temps, de se dire, bien, si on sent qu'on n'a plus de place, au lieu de nourrir le scénario où on veut plus grand, pour l'instant, on se dit de quoi on peut se débarrasser pour désencombrer. Puis on manque jamais d'idées. On manque jamais d'idées. Il y a tout le temps quelque chose. De faire l'exercice de qu'est-ce qui est superflu, bien, Puis rapidement, ça fait en sorte que dans notre quotidien, dans notre maison, ben, pratiquement tous les objets sont là parce qu'on a décidé qu'ils soient là. Qu'ils soient là. Ça fait pas, ils font pas juste traîner, on ne sait pas trop, c'est un cadeau qu'on ne veut pas donner parce que quelqu'un nous l'a donné. Puis, ça fait en sorte que c'est ça, chaque objet a sa place, chaque meuble a sa place, puis on a choisi notre environnement. On peut dire comme ça. Fait que c'est ça, les objets qui restent, c'est des objets comme multifonctionnels.
ou c'est des objets faits à la main ou des cadeaux qui sont vraiment importants pour nous. Oui, en ce moment, c'est surtout ça. Puis finalement, c'est ça. Si on consomme moins, ben c'est ultimement moins de consommation, moins de déchets dans l'environnement. Tu sais, notre mince futon japonais fait en coton, ben j'aimais mieux ça aussi finalement, un gros matelas industriel. Ça, c'est un autre dossier, mais comme les matelas modernes, c'est un désastre environnemental. Là, puis il y en a beaucoup qui ne peuvent pas être recyclés. Fait que dans toutes ces réflexions-là, de dire si j'agis différemment, si j'achète un futon plus mince, parce que moi, j'aime sentir le sol anyway, puis que je fais l'exercice tous les jours de le plier puis de le ranger, ça fait qu'il y a moins de pollution. T'sais, des fois aussi, c'est ça qu'on ne réalise pas, la valeur du mouvement. Quand on est dans le paradigme de l'activité physique, il n'y a pas de rapport entre l'activité physique et la pollution par les matelas, tu sais. Mais nous, on veut retracer cette chaîne-là. Nos mouvements, c'est aussi des gestes qui peuvent être limiter notre consommation. En tout cas, fait que c'est dans nos réflexions. Fait que, finalement, ben, à quoi ressemble ce quotidien-là sans les objets? Ben, ça ne se matérialise pas dans l'espace. Si vous veniez ici sans qu'on soit là, vous ne verriez pas, en fait, tous ces moments-là où, vu qu'il n'y a pas de chaise, ben, l'enfant était dans nos bras. Là, tu as mis une collection de plein de photos. De photos. À quoi ça ressemble, justement? Parce que n'importe quel nouveau parent va comprendre, mais nos téléphones cellulaires, maintenant, c'est que des photos. De bébé. De bébé. Tu sais, on le dépose, puis des fois, c'est toi qui l'as dans les bras, puis moi, je suis sur mon sel, puis je regarde des photos du bébé. Hein, c'est ça la joke. Quand on le porte pas, on regarde des photos de lui ou on regarde des vidéos de lui. Fait que dans les images, ben beaucoup de mes photos, c'est comme Vince qui est allongé avec le bébé au sol, qui lui parle côte à côte. Puis l'enfant, ben comme Markel commence à se retourner, fait que là, il peut le regarder, sinon il regardait le plafond. Moi qui ai pratiqué mon squat longtemps, puis que je vais m'accroupir, puis je vais regarder le bébé qui est couché par terre. Les moments où tu travailles. Je pense que c'est hier. Debout. Tu travaillais sur ton iPad avec le bébé en portage, avec un pied dans les airs. Oui, j'ai. En fait, l'expérience de portage, ça a été vraiment comme un gros apprentissage. Là, comme le bébé en général, comme là, il dort immobile, mais sinon, il n'aime pas l'immobilité. Puis il n'aime pas nécessairement être en portage assis. Bien, ça va arriver, mais sa préférence, c'est en mouvement, en nature. Absolument. Puis des fois, c'est pas beaucoup de mouvement. Juste d'être debout, il aime vraiment mieux ça que quand on est assis. On est inévitablement plus immobile quand on est assis. Debout, on va se balancer un peu, ou on va se promener dans l'appartement. Puis on dirait qu'il préfère ça. Il va se réveiller moins souvent, dormir plus longtemps. Puis, fait que si j'ai un conseil à vous donner, avant, j'avais une Apple Watch qui me buzzait aux heures pour me dire « lève-toi ». Parce que c'est de plus en plus connu que être assis de manière prolongée, c'est bénéfique de se lever à chaque heure pour bouger un petit peu ou d'interrompre les moments qu'on est assis. En fait, même, il faudrait que ce soit plus court qu'aux heures, mais j'ai plus besoin de ma montre maintenant parce que l'enfant... Il fait des petits sons. il assume la responsabilité de me dire, là, ça fait trop longtemps que tu es immobile, bouge. Fait qu'une table haute, j'y avais pas pensé, mais maintenant, ça me permet encore plus facilement de travailler en portage plus facilement quand le bébé dort ou est paisible, mettons. C'est ça. Fait que là, parmi les autres photos, ben Vince va aussi s'allonger au sol puis avoir le bébé sur son torse, puis jaser au bébé. Quand on mange, on va souvent le déposer à côté de nous. Ou Vince, toi, tu vas t'asseoir en indien, tu vas l'avoir sur tes jambes. Puis, parce qu'il y a des photos, tu tiens un bol, puis tu tiens le bébé, puis tu manges. Puis, tu sais, ça... Toutes les photos que vous voyez, c'est pas des positions qu'on maintient comme de longue durée. Justement, l'enfant, il est mobile, puis il nous dit quand il est inconfortable ou quand il veut changer. Mais c'est un enchaînement de mouvements qu'on va faire tout au long de la journée quand on a l'enfant. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu le quotidien. Puis, ce qu'on voit toujours pas dans ces photos-là, c'est l'aspect émotif. Tu sais, que il y a des moments où c'était... Parce que dans cette pièce-ci, on a aussi la station pipi, puis qu'on fait l'HNI, l'hygiène naturelle infantile, qui va avoir son propre vidéo. Fait qu'on a tout un système d'épaisseur, là, de piqué. On avait un petit pot avant, puis là, on a évolué vers un autre système où on fait pipi sur des couches plates. Fait que, il y a tout ça à expliquer. Même si on avait tout ça en place, que physiquement, genre, c'est pas tant physiquement que c'est dur le porter. Je pensais que ça serait plus tough. Je pensais que j'aurais plus mal au dos, aux épaules, etc., que je serais tannée, mais c'est la charge mentale. De toujours avoir
être en état d'éveil, même la nuit, vu qu'on fait du court sommeil aussi, ou même si demain dans une autre place, j'imagine qu'on est à un certain état d'éveil pour l'enfant, et de ne pas avoir aucun répit, puis de réaliser que cette réalité-là n'a pas rapport à comment on a aménagé l'espace, mais qu'il y a un des fardeaux, c'est parce qu'il n'y a plus d'humains autour de nous. Tu sais, le fait que finalement, la chaise qui vibre, ça remplace mes bras à moi qui berce l'enfant, mais ça remplace aussi les bras d'une grand-maman qui berce un enfant. Qui sera avec nous, normalement. Exactement. Si on remonte dans l'histoire de l'homme, ben, de l'humain, ben, on vivait en communauté, on vivait en tribu, si on veut. Puis, on n'était pas aussi isolés. C'est-à-dire qu'une famille, puis ça, je pense qu'on va en parler après, mais une famille, c'était pas un père puis une mère puis leurs enfants. C'était multigénérationnel, des oncles, des tantes qui cohabitaient, en fait, dans un espace. C'est peut-être une façon beaucoup plus humaine, en fait. C'est la façon que l'humain a grandi, tu sais. Ouais. Puis ça nous est vraiment... Ça a été une grosse réalisation. Ça nous a pété d'en face. Ça nous a pété d'en face, parce qu'à un moment, tu te dis, ben là, est-ce que, tu sais, comme tu disais, je suis attentif 100% du temps à un enfant, mais comme je peux difficilement faire autre chose. Mais normalement, en communauté, ben, on ne faisait pas 100% de tout. Dans le sens où on n'était pas autosuffisant. Si tu avais un enfant dans les bras, ben c'est pas nécessairement toi qui faisais la cuisine. C'est puis la chasse, puis le ci. Exact. Tandis que là, on essaye de tout faire, de mettre toute la responsabilité, même des fois dans les bras d'un parent, de travailler, de cuisiner, de nettoyer, de s'occuper du bébé, de nanana, puis ça devient complètement impossible. C'est complètement inhumain. Avant, c'était partagé. On a souvent entendu ça prend un village pour élever un enfant. Mais c'est vrai. Là, normalement, un enfant habitait un village, il n'habitait pas une maison avec un ou deux adultes. C'était un village. C'est une communauté d'adultes qui ensemble élevaient l'enfant. Oui, puis il y a une différence entre savoir cette citation-là comme intellectuellement, parce que j'avais entendu ça fait des années là, en santé publique qu'il faut réfléchir au soutien aux parents, la charge mentale des adultes. Mais... Que là, tu as un bébé qui pleure, il faut que tu fasses à souper, puis tu es comme, OK, là, je comprends. Oui, c'est ça, parce qu'on est deux, puis on se l'échangeait, mais tu sais, finalement, j'ai pas tant souhaité avoir une chaise qui vit et qui fait de la musique. J'ai souhaité avoir ma maman. Tu sais, je me disais comme, je veux être plus proche de ma maman. C'était vraiment ça le souhait, finalement. Puis encore une fois, finalement, ma décision dans ma consommation, même si je trouve qu'il y a une grosse charge mentale à vivre comme on vit en ce moment, est-ce que ça va être de racheter des objets pour compenser le fait qu'on ne vit plus en tribu ou c'est de redesigner mon style de vie pour me rapprocher de nos familles? Est-ce qu'on veut se rapprocher d'un style de vie plus humain? Ou est-ce qu'on veut continuer à empiler des technologies pour compenser le fait qu'on est sorti de notre lignée naturelle, humaine, tu sais, au fil des, encore une fois, ça remonte à des centaines d'années, millénaires, qui fait qu'on aboutit ici. Mais c'est vraiment ça. C'était comme quand les gens me demandaient comment ça s'est passé, les premières semaines, je les ai trouvées violentes. Mais je pense que ça ne devrait pas être aussi violent d'accueillir un enfant dans la vie. Je pense que c'est pas normal que des jeunes comme nous, on a notre premier enfant puis on ne sait pas comment tenir un nouveau-né parce qu'on n'en a pas tant vu, que il y a un stress à l'allaitement, mais ce qui est décuplé, c'est que le savoir-faire est plus nécessairement chez comme les grands-mères qui avaient un rôle. C'est ça qu'on disait. Qui portaient les traditions. Qui portaient des traditions, puis un certain savoir-faire qui leur passait à la fille. T'sais. Nous, heureusement, on a eu l'aide des sages-femmes qui ont aidé avec ça. Puis parce que, justement, il y a des traditions qui ont été brisées. Mettons, toi, tu as un bébé qui a été nourri au biberon. Oui, nourri au biberon. Donc, ma mère ne savait pas nécessairement, ne pouvait pas nous aider avec l'allaitement naturel. Puis moi, quand je demandais à ma mère est vraiment cute, elle vit vraiment beaucoup dans le moment présent. Fait que là, je disais, comment j'étais quand j'étais jeune? Puis comment ça s'est passé l'allaitement? Puis c'était c'était bien, j'ai rien remarqué. Pas de problème. Pas de problème. Tu sais, ce qu'elle se rappelle de moi, c'est que j'aimais pas être bercée. Puis il fallait juste qu'elle me couche, puis elle était un peu triste de ça. Mais tu sais, comme. Fait que là, je me disais, mais ce savoir-faire-là, il est où? Tu sais? Puis il a fallu le chercher. Il a fallu le chercher, puis de l'avoir perdu, ça fait que. Ça se peut que, tu sais, j'aurais pu nourrir Marc au biberon à un certain moment parce que j'ai eu une situation avec l'allaitement qui était vraiment, vraiment difficile. Puis, c'est ça, si les sages-femmes n'étaient pas intervenus, j'aurais peut-être fini à l'hôpital. Puis,
Tu sais, en tout cas, c'était comme... Ça, c'est un autre sujet, fait que je vais pas l'ouvrir, mais ça a comme... Ouais, ça a été difficile de réaliser qu'au-delà du monde matériel, il y a un lien humain, puis une proximité humaine qui faisait qu'on pouvait s'épanouir. En tout cas, encore là, ces idées-là sont nouvelles, puis on a tendance à se pitcher un peu dans le vide, puis là, on en parlait avant pendant que nos idées se construisent, fait que j'ai la misère à tout articuler, Mais on peut peut-être parler du livre qui explique, en fait, ou qui nous a introduit à ce concept-là, qui est de... Comment dire? Ben, le livre s'appelle The Continuum Concept. On l'appelle, nous, le Continuum. Ça a été présenté par une de nos invités de podcast, en fait. Julie Filiatro. Julie Filiatro des... Comment ça s'appelait ça? Le jardin de Julie. Les jardins de Julie. Un jardin de... un centre de la petite enfance, je sais pas comment elle l'appelait déjà, à l'extérieur. Puis elle est une des pionnières au Québec en éducation par la nature. Elle nous a dit que ça nous intéressait sûrement. Et effectivement, ça nous a vraiment intéressé. Ben oui. Parce que souvent, nous, ce qu'on va se poser comme question quand on se questionne sur une technologie ou sur un outil, c'est de dire comment il faisait avant. Comment l'humain faisait avant que cette chose-là soit là. Puis le livre répond un peu à la question dans le sens où l'auteur, Jean... je pense que c'est une fille ou un gars? C'est une fille. Ouais, okay. Qui s'appelle Jean. Mais c'est écrit Jean en français, mais c'est Jean. Je pense que c'est Jean. Elle a passé énormément de temps dans des tribus en Amazonie, si je me souviens bien, avec, c'est ça, des humains qui vivent encore plus comme des chasseurs-cueilleurs, puis qui ont un minimum de technologie. Puis elle a pu observer justement comment ils élevaient leurs enfants, puis comment ils vivaient leur quotidien dans ce contexte-là bien particulier. Puis de voir aussi la différence avec elle, je pense qu'elle était anglaise. Donc, elle pouvait voir un peu, pour l'avoir vécu, elle pouvait comparer un peu les deux, les avantages et les inconvénients des deux. Vraiment intéressant. Puis ça venait justement nourrir nos réflexions sur comment l'humain faisait avant d'avoir toutes ces technologies-là, tu sais. Quand il vivait vraiment en tribu, puis dans un village, puis qui était un peu à la merci des éléments et toutes ces choses-là. Fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis ça a amené justement dans notre vocabulaire le mot continuum, qui est la façon, si on veut, avant toutes les technologies, comment on fonctionnait. Comment l'humain... C'est là qu'il y a comme un enchaînement de moments, de mouvements, de choses qu'on vit. Il y a une expérience humaine, en fait, de la naissance jusqu'à la mort, qui était habituelle dans notre passé de chasseur-cueilleur, qui est absolument, vraiment, 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 vraiment plus long que notre historique sédentaire comme humain. L'Homo sapiens, c'est estimé, en ce moment, ça va peut-être changer avec les découvertes, mais qu'il y a entre 200 et 300 000 ans. Puis la sédentarité est évaluée à 10 000 ans. Fait que pendant 290 000 ans, possiblement, l'humain était chasseur-cueilleur. Fait que c'est pas juste genre, dans notre petit passé, là, tu sais. C'est pas de reculer au Moyen-Âge, c'est de reculer encore plus loin où on était dans la nature. C'est ça, notre corps s'est développé dans cette condition-là. Puis nos besoins restent encore. C'est ça qui est, par plein d'écrits et de livres, là, je pense que ça va de plus en plus émerger, ce rappel-là que notre corps a besoin de la nature, puis notre esprit aussi, là. Et notre corps, on a besoin d'autres humains autour de nous. C'est comme ça qu'on a grandi, c'est en tribu. Les deux gros morceaux, là, c'est les humains, justement, comme dit la communauté, la nature. Chose qui est, en s'isolant de la nature, puis en s'isolant des autres humains, on a comme créé des carences à ce niveau-là, que là, notre corps en a besoin, mais on est capable d'intellectualiser le fait que c'est pas nécessaire, ces choses-là, mais notre corps en a quand même besoin. Quand même un craving pour ça. Puis, on est tellement habitué par certains objets comme justement les poussettes ou les chaises qu'on oublie que le bébé, dans ce continuum-là, un enfant est collé contre un humain au début de sa vie parce que ça fait partie d'un bon développement. On l'a entendu, dépose ton enfant, il faut qu'il apprenne à se gérer tout seul, mais c'est oublier que l'enfant humain est un être excessivement vulnérable et pas autonome versus d'autres espèces animales qui ils naissent puis ils marchent après puis ils peuvent tu sais, comme un enfant, un bébé peut pas survivre seul, tu sais. Puis il y a plein de mécanismes en lui qui fait qu'il va nous le dire s'il est délaissé puis qu'il va crier comme c'est ça, fait qu'il y a comme
Puis on va pas trop embarquer parce que je sens qu'on pourrait en parler longtemps du continuum parce que de toute façon, ça va teinter beaucoup des prochaines vidéos qu'on va faire aussi. Puis c'est un livre qu'on va acheter à la biblio aussi sur le site web. Mais oui, c'est ça. Fait que même réflexion pour, mettons, la bassinette. Le besoin de la bassinette, c'est que l'enfant dorme en sécurité. Puis notre réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut combler ce besoin-là différemment. Puis on a invité au podcast un anthropologue sur l'évolution du sommeil. Le gars s'appelle David Sanson. Il étudiait le sommeil des primates, puis l'humain est un primate. Fait que ça nous a inclus dans cette batch-là à l'étude. Puis ce qu'il expliquait, c'est que le sommeil de l'humain, de par son histoire, est social. L'humain dormait... Le premier, ça c'est des découvertes récentes, là, les plus vieux lits qui ont été trouvés, c'était estimé à être des tas de feuilles empilées. Puis la grosseur du lit était telle que du matelas, en guillemets, c'est pas vraiment un matelas, mais comme de ce tas de feuilles-là, était assez grand que les chercheurs estiment que c'est parce que plusieurs personnes d'une même tribu, famille, dormaient ensemble. Puis justement, David Sanson, qui est venu au podcast, il expliquait que la plus grande protection des humains pendant qu'ils dormaient, c'était pas nécessairement leur tente ou le feu, parce qu'on pensait que le feu, c'est une grande protection contre les prédateurs. C'est le fait, en fait, qu'on soit entouré d'autres humains. Puis qu'il y a une veille qui était faite pendant la nuit. Puis ça expliquerait aussi pourquoi les humains dorment à des heures différentes. Il y a une certaine variabilité selon notre âge aussi, parce qu'il y a un à tour de rôle, on prenait soin les uns des autres pendant la nuit, on se protégeait. Fait que c'est ce qui nous convainquait aussi de dormir avec notre enfant, c'est de dire la bassinette a été surélevée sûrement pour se protéger des prédateurs, des rongeurs, mais aujourd'hui, il n'y en a plus de menaces au niveau du sol dans nos maisons, vraiment. Les barreaux sont mis parce qu'on a surélevé puis on ne veut pas que l'enfant tombe en bas. Mais si on dort au sol, l'enfant ne peut pas tomber. Non. Comme si, mettons, pour le HNI, ben, les tables allongées, c'est une autre affaire qu'on n'a pas une table allongée. À partir du moment où l'enfant commence à se tourner, c'est dangereux de le laisser non surveillé, mais nous, il ne peut pas tomber parce qu'on change encore une fois au sol. Tomber d'un tapis sur le sol, c'est... Pas tomber. C'est pas tomber. Fait en tout cas, là, on divague. Ben, en fait, c'est qu'on peut après approfondir toutes ces choses-là vraiment longtemps. Exactement, mais c'est de dire que si on se rapproche d'un certain état plus relié, j'allais dire plus naturel, mais le mot naturel est loadé, là. Il y a comme des pour des comptes à l'utiliser, mais il y a quand même un contexte de notre évolution qui est plus naturel versus aujourd'hui. Là, être entouré de 4 murs, c'est pas naturel. On simplifie la vie de plein de façons. Puis on peut enlever beaucoup de technologies puis d'objets de nos vies. Mais c'est ça. Fait que je pense que les moments, c'est ça, qui ont été difficiles, c'est pas parce qu'il me manquait de choses, c'est parce que j'avais un appel profond pour connecter avec d'autres humains et aller chercher de l'aide de personnes. Puis encore une fois, c'est la complexité aussi que les expériences humaines sont vraiment variables maintenant dans la société, puis que nos mères, ayant vécu à une autre époque dans un CV un peu différent, n'ont pas le savoir ancestral de notre... Tu sais, c'est ça aussi la complexité qu'on veut se rapprocher de nos familles, mais qu'on a aussi des styles différents maintenant. Oui, parce qu'il y a une abondance de styles de vie que chaque personne peut adopter. Puis là, ça fait en sorte que on est tous un peu plus isolés culturellement aussi. C'est comme si chaque foyer avait sa propre culture un peu. Puis là, ça devient difficile de co-vivre avec d'autres gens si vous avez des cultures différentes. Oui. Fait qu'il y a un réapprentissage. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est dans nos réflexions. Mais justement, ça nous a incité cet été, par un concours de circonstances, on était comme avec mes frères et sœurs, tout le monde était là chez mes parents pendant un certain temps. Puis on a fait du camping une semaine à Laval dans la cour, en banlieue. Tu sais, fait que, puis ça a été des beaux moments. On faisait des feux le soir. Fait qu'on s'est... Une photo dans les notes. Avec 3 bébés là-dessus. Il y a Marc qui dormait ici. Oui, puis 2 autres bébés par là. Puis, une autre, c'est ça, des réalisations quand on sort du continuum, c'est-à-dire qu'on vivait dans la nature. Un autre exemple qu'il faut de plus en plus de technologie, c'est que pour le HNI, comme l'hygiène naturelle infantile, c'est que l'enfant, on peut aussi lui faire ses besoins ailleurs que dans une couche. Fait que nous, on s'est dit, à la blague, on va le faire pipi dans la cour chez mes parents.
Parce que c'est ça, avant, on n'avait pas à gérer les pipis caca parce qu'on restait dans la nature, puis la nature s'occupait du reste. Mais le fait qu'on est à l'intérieur maintenant, puis qu'on a des surfaces qu'on veut garder propres ou qu'on a peur d'abîmer, il faut rajouter toutes sortes d'éléments pour ne pas salir. Mm-hmm. Puis il y a une complexité puis une lourdeur avec la chenille qui est là, pas parce que c'est compliqué en soi, mais parce que nos environnements ne concordent plus avec Exact. avec ce qu'on a besoin, tu sais. Puis ça aussi, ça a été difficile de dire toutes les pratiques qu'on a accumulées, le portage en continu à bras, la chenille, c'est difficile, pas parce que la chose est difficile, mais parce que tout notre contexte de vie s'est transformé, puis il n'est plus humain. Il y a moins d'humain, puis il y a moins de nature. De comme questionner une chose, puis voir ramener cette chose-là à quelque chose de plus humain, faire en sorte que là, tout ce qui est autour, il faut comme le changer aussi, ça devient pesant, mais en même temps, c'est ça, comme on disait tantôt, il y a deux options. Soit on s'éloigne de ce qui est humain, soit on se rapproche de ce qui est humain. Exactement. Parce qu'il y a un effet de chaîne qui se crée. Ouais. Si on veut retourner dans le continuum, si on peut dire, ou si on veut s'en éloigner, ben là, comme on disait tantôt, si on ajoute une technologie, ben vraiment, il faut venir patcher les trous que ça crée, les angles morts avec d'autres technologies, puis là, il y a un effet d'entraînement, d'un côté ou de l'autre. Et là, là. Oh, il était petit. Qui se réveille. Ah, petit bébé! Ouais. En mouvement, c'est ça, il peut dormir 1 à 2 heures. Ouais. Quand on est assis, c'est comme. Ben, ça fait, c'est plus court. Mood, c'est déjà bon, hein? Ouais. Bon. Donc voilà, en tout cas, on vous partage nos idées comme. C'est encore des idées émergentes, mais ça. Je vais me lever. Au lieu de voir, c'est ça, le mouvement comme des moments. C'est ça, oui, dans la journée, mais on essaie maintenant de le mettre en perspective aussi sur une vie humaine. Mm-hmm. Puis c'est quoi la place du mouvement dans l'histoire de l'humanité? Ouais. Nos prochaines lectures tournent beaucoup autour de ça, en fait. Puis il y a énormément d'anthropologues sur notre liste d'invités de podcast parce qu'on veut, c'est ça, comme remettre en lumière que nos pratiques qui ont l'air complètement saugrenues puis out there pour certaines personnes, en fait, c'est associé à des pratiques ancestrales tout à fait normales, mais que ça a l'air anormal à cause que le reste de notre vie a changé. Puis ça concorde plus, puis il y a une discordance, puis c'est ça. Mais voilà. On se laisse là-dessus. Prochain épisode sur... Regardons le tableau. Oui, c'est ça, on avait fait avec notre planning, là, nos barbouillages, mais ouais. Hygiène naturelle infantile, on va rentrer dans les détails de ce qu'on a vécu depuis 3 mois. Ouais. On l'a fait et on va le pratiquer encore. Mais ça n'a pas été exactement ce qu'on pensait finalement. Mais non, il y a eu beaucoup d'adaptations à faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Fait qu'il a fallu comme apprendre sur le tas, avoir des conseils des différents invités qu'on a eu au podcast. Mais bref, on vous en reparle. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est attendu. Il y a plusieurs personnes qui nous ont poké pour dire ça se passe comment en ce moment ou comme l'avez-vous fait pour de vrai? Fait qu'on a bien hâte d'en parler. La semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Bye Et sur ce, on se souhaite joyeux Halloween. Oh yeah! On a un petit chihuahua avec nous. Ah! Salut Marc-Aurèle! Bon, bonne journée tout le monde. À la prochaine.